Et c'est l'heure de lire les journaux sur France 24. Sylviane Bert est avec nous. Bonjour Sylviane. Bonjour. Alors il y a un an, jour pour jour, Nicolas Sarkozy annonçait sa candidature à la présidence de la République avec le succès que l'on sait. Pour marquer cet événement, un certain nombre de journalistes qui considèrent qu'il est un peu présent dans les médias avaient décrété cette journée comme sans Sarkozy. C'est un peu raté ? C'est un peu raté. Il suffit juste de regarder Les Échos, Nicolas Sarkozy, Le Figaro, Nicolas Sarkozy, et puis même Libération. Oui, donc Nicolas on aurait pu penser qu'ils auraient été plus favorables à cette journée sans Sarkozy, voilà, mais c'est raté. C'est raté. Voilà, il est un peu partout parce qu'il a parlé hier du pouvoir d'achat. Et il était à la télévision, on en a parlé dans nos journaux. Alors, cette journée sans Sarkozy, elle est même ratée en Algérie parce qu'on parle du président, de la polémique à l'occasion, qui précède en tout cas sa visite au début de la semaine prochaine. Voilà, c'est à la une des quotidiens Liberté Algérie, El Watan, et ce sont les propos du ministre des Moudjahidines, Mohamed Cherif Abbas, qui ont tendu les relations franco-algériennes, parce qu'il avait dit que Nicolas Sarkozy s'était fait élire grâce au lobby juif. Alors, vous l'avez dit, quelques jours avant sa visite d'État en Algérie, eh bien, ça a fait un petit couac et ça a mis Bouteflika dans un réel embarras, c'est ce que nous dit l'éditorialiste de El Watan, et il a même frôlé l'incident diplomatique. Alors, dans le quotidien Liberté Algérie, le ministre en question se défend. Il dit tout simplement que ce sont les journalistes qui ont déformé ses propos et qu'il a fait un démenti. Et puis, dans le quotidien d'Oran, lui, il a préféré éviter la polémique et parler de la visite en disant qu'on n'en attend pas grand-chose, si ce n'est la signature d'un contrat pour 5 milliards d'euros. C'est quand même 4 fois moins que ce que Nicolas Sarkozy a signé en Chine. Lundi commence à Bali une nouvelle conférence sur le réchauffement climatique, mais pour la presse thaïlandaise, le problème c'est précisément que ça se passe à Bali. Pourquoi donc ? Et oui, parce qu'il y a 10 000 personnes qui sont attendues donc lundi pour cette conférence sur le climat, des jet-setters, des activistes, des bureaucrates, des groupies écolos, et tous ces gens-là qui se déplacent, et bien ça crée beaucoup de dioxyde de carbone. C'est donc à lire dans le quotidien thaïlandais de Bangkok Post, qui souligne l'hypocrisie et qui se fonde sur les chiffres qu'a donné Al Gore dans son film Une vérité qui dérange, et qui dit qu'un Américain par an produit 7,5 tonnes de CO2. Un bureaucrate qui vient de New York pour aller à Bali, il dépense 4000 kilos de CO2, 4 tonnes, et un bureaucrate qui vient de Genève, 2500 kilos. Donc 2,5 tonnes, c'est énorme. Et la prochaine fois, dit le journaliste, eh bien, si on veut vraiment faire une conférence écolo, il faudra la faire via Internet et via le téléphone. Ça s'appelle une vidéoconférence, et c'est beaucoup moins sexy, évidemment. On ne peut pas aller faire du bateau, on ne peut pas aller faire des barbecues, mais c'est beaucoup plus écolo. Toujours sur le front de ce réchauffement climatique, une mauvaise nouvelle pour la Malaisie. Oui, alors c'est Kuala Lumpur qui est pointé du doigt dans le quotidien philippin Philippines Daily Inquirer, parce que c'est le mauvais élève de l'année concernant le réchauffement climatique. Pourtant, c'est un petit pays, 0,4% de la population mondiale, et devinez sa production de CO2 ? Donnez un chiffre. Non, aucune idée. 0,6%. Oh, le piège. C'est énorme. Et ça n'a pas échappé à l'ONU qui l'a mis dans son top 30 des pays les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. On vient de parler de cette mauvaise nouvelle pour la Malaisie, mais bonne nouvelle pour Peter Garrett. Il a été nommé ministre de l'Environnement du nouveau gouvernement travailliste en australien. Peter Garrett, c'est bien ce chanteur dont vous avez tous les posters dans votre chambre. Oui, c'est ça. C'est le leader mythique du rock australien protestataire. C'est l'ancien leader du groupe Midnight Oil, qui est connu pour ses chansons sur les droits des aborigènes, sur la pollution et tout ça. Il est à la une du quotidien britannique The Guardian. Cette photo très très rock. Le Guardian qui a fait un portrait de cet homme qui a quitté son groupe en 2002 et qui s'est lancé en politique et qui a apparemment beaucoup de succès. Midnight Oil au gouvernement australien. C'est la fin de cette revue de presse. D'autres infos sur France 24. Dans un instant, Ecoasie. La biodiversité, enjeu de la guerre économique. Le samedi, dans Intelligence économique, Ali Laïdi vous plonge dans des histoires d'hommes et d'entreprises qui se livrent une guerre sans merci où tous les coups sont permis. Intelligence économique, le samedi à 10h15, heure de Paris, sur France 24.